Nous allons désormais accueillir la dernière intervenante de cette matinée. Il s'agit de Diana Filipova. Diana Filipova est éditorialiste, écrivain, connector du think tank WeShare. Elle s'intéresse en particulier au rôle des citoyens et des organisations dans les évolutions du travail et des modèles socio-économiques. Elle est également responsable du programme WeShare Fest, le premier festival international dédié à l'économie collaborative. Diana Filipova. Bonjour. Bon, ça doit marcher. Je me permets de mettre un minuteur parce que je dépasse toujours le temps, donc je vais essayer de pas vous mettre encore plus en retard. Alors, voilà. Alors, il y a entre 2 et 3 ans, une étrange épidémie a commencé à s'abattre sur certaines personnes représentantes de la génération Y. Elles ont commencé à quitter leur job, en tout cas faire une crise, non pas de la quarantaine, comme normalement c'est le cas depuis très longtemps, mais autour de 24-25 ans. Donc des gens qui quittent leur emploi après un parcours relativement classique, en grande école, en université, la sécurité, le CDI. Pourquoi est-ce que cette soudaine volonté de quitter un environnement relativement stable, justement à une période où la crise du marché du travail, la crise économique réduit de plus en plus le nombre d'emplois disponibles sur le marché? C'était personnellement mon cas. Il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter mon emploi qui était dans le ministère de l'économie et des finances, qui était tout à fait comme il faut, pour essayer de me consacrer à autre chose. Donc je cherchais, je tâtonnais, je me demandais si je voulais monter une boîte ou me consacrer à une cause plus associative. C'est comme ça que j'ai rencontré en fait les tout premiers membres et fondateurs de WeShare et que je me suis engagée dans cette association, cette communauté qui promeut le passage à une économie plus collaborative, à une société plus collaborative et coopérative. En réalité, ce n'est pas seulement une communauté avec un objectif, c'est une communauté de personnes qui partagent cette caractéristique qui a été de sortir de la voie normale et de quitter leur emploi. Pourquoi? On s'est rendu compte que malgré les situations différentes, on partageait quand même le même constat. C'est que l'emploi qu'on occupait n'avait pas vraiment de sens pour nous, c'était plutôt peut-être un peu mécanique, que on avait du mal à supporter la hiérarchie, les organisations pyramidales un peu traditionnelles, alors que avec l'avènement du numérique et des réseaux sociaux, on avait pris l'habitude d'être dans des relations beaucoup plus horizontales, dans la coopération justement. Et du coup, on a formulé un peu on a essayé de formuler cette tendance à sortir du parcours traditionnel qu'on appelait job out. Donc faire son job out, comme faire son coming out, on fait son job out. Il y a 2 mois, un des membres de WeShare, Marc-Arthur Gauthier, a publié un article qui s'appelle Pourquoi est-ce que les jeunes quittent les entreprises en courant, qui a été partagé, je crois, à plus de 10 000, 15 000 fois, tellement ça parlait en fait à cette génération-là. En fait, c'est une véritable tendance profonde. C'est pas seulement quelques petits jeunes en France ou à Paris dans le système entrepreneurial qui essayent de réinventer la manière de travailler. C'est une tendance beaucoup plus profonde. C'est un bouleversement systémique de notre environnement de travail. Je vais essayer de parler davantage de travail que d'emploi. Ce sont des concepts assez difficiles à définir. L'emploi, pour moi, c'est l'emploi salarié, c'est le job qu'on occupe, alors que le travail est un concept beaucoup plus large qui ne se limite pas à la seconde révolution industrielle, qui représente en fait toutes les activités que, en tant qu'humains, nous faisons pour nous, pour la communauté, pour la société. Les dynamiques actuelles, on les connaît tous. Il est intéressant de les rappeler. La première, c'est l'automatisation et la robotisation du monde du travail. Elle a commencé évidemment depuis bien longtemps. C'est d'ailleurs au fondement des révolutions industrielles qui sont en cours depuis pratiquement des siècles. Pendant très longtemps, cette automatisation a permis une hausse absolument spectaculaire du niveau de vie, notamment du niveau de vie l'émergence des classes moyennes, et une hausse de la productivité et plutôt une redistribution des richesses qui était favorable à l'ensemble de la population plutôt qu'à une petite élite.
Ce qui a changé depuis 20 ans, en tout cas avec les observations qui sont formulées par des analystes et des experts, c'est que les évolutions technologiques semblent détruire plus d'emplois qu'ils n'en créent. C'est notamment l'argument qui est au centre d'un livre que je vous recommande, c'est The Second Machine Age, le deuxième âge de la machine, où les auteurs expliquent que la révolution technologique n'est plus, en tout cas les nouvelles technologies ne sont plus complémentaires aux compétences humaines, mais elles se substituent à elles, ce qui provoque en fait une destruction nette des emplois. Et les emplois qui sont créés sont tellement requièrent tellement de compétences en pointe que évidemment la plus grande partie de la population est un peu à la traîne. La seconde tendance profonde, c'est la montée en puissance de nouvelles formes de travail qui sont justement elles différentes du salariat traditionnel. Le travail indépendant, les freelances, le travail pair à pair, le travail à la demande, collaboratif, sont des formes qui attirent de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, en France, on a dépassé le million d'entrepreneurs et on est dans une croissance de pratiquement 15% par an. Aux États-Unis, il y a 50 millions de freelances, selon le syndicat des Freelancers Union, et bientôt, ils vont dépasser, selon les prédictions, dans 4 à 5 ans, ils vont dépasser les 50% de la population. Le travail indépendant, donc évidemment aussi le travail pair à pair dans le cadre de l'économie collaborative. Vous avez tous entendu parler du travail, ce qu'on appelle le digital labor, le travail digital, qui est en fait celui qui ne consiste plus de passer par un employeur avec un contrat de travail classique, mais plutôt en fait c'est comme fournir des services via une plateforme. Par exemple, le conducteur d'Uber, c'est absolument typique du travail digital. Cette montée en puissance, évidemment, pose des problèmes sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Enfin, la troisième évolution, qui me semble peut-être la plus importante et la plus profonde, c'est vraiment le bouleversement culturel. Le fait que les aspirations, notamment de la jeunesse aujourd'hui, ne sont plus du tout les mêmes que celles des générations précédentes. On a besoin de plus d'indépendance, on a envie d'avoir plus d'autonomie dans son travail, et malheureusement, les organisations classiques avec la hiérarchie, les donneurs d'ordre ne correspondent plus du tout à ces aspirations. David Graeber est un anthropologue anarchiste et qui a récemment écrit, enfin il y a plutôt 1 an, écrit un article qui s'appelle Bullshit Jobs, les jobs à la con, où il essayait d'expliquer pourquoi la plupart des emplois aujourd'hui qui sont créés, qui sont des emplois de service, sont en fait inintéressants, manquent de sens et ils sont dévalorisés par ceux-là même qui les occupent. C'était son argument principal. Cet article a eu beaucoup de résonance et a été énormément partagé, non seulement dans notre réseau, mais dans le monde entier. Et en fait, c'est vraiment un constat qui nous parle beaucoup. Et moi, personnellement, depuis que je publie et je parle sur le sujet, je reçois beaucoup de courriers, non seulement de la part de la génération Y, ça c'est assez clair, mais surtout des baby boomers, des personnes qui ont aujourd'hui 40, 50, 60 ans, et qui formulent exactement le même constat. Donc ce bouleversement culturel, à mon avis, il est même plus vraiment générationnel. Il concerne une partie de plus en plus importante de la population. Beaucoup aujourd'hui formulent leur travail en termes de esclavage salarié plutôt que travail salarié. C'est pour dire vraiment la force de l'opposition de certaines personnes face à leur propre emploi. Donc évidemment, ces bouleversements pourraient nous faire penser que nous allons vers un futur radieux où tout le monde occupe un travail indépendant, freelance, on est tous libres, autonomes, on n'a plus de chef, tout va bien, tout est distribué, etc. Évidemment, si on se projette, ce n'est pas vraiment le cas, puisque si on projette ces dynamiques sur les années à venir, on se rend compte qu'elles posent un certain nombre de problèmes, faute d'adaptation des structures sociales, économiques et organisationnelles de notre société. Je vais essayer de présenter 3 de ces risques qui me paraissent particulièrement importants. Le premier, c'est un risque et une opportunité, bien sûr, c'est la disparition du travail salarié. Aujourd'hui, si on regarde un peu les statistiques d'emploi, on se rend compte que le travail salarié, le salariat traditionnel, devient non pas marginal, mais en tout cas n'est plus représentatif de la majorité de la population en âge de travailler. Par exemple, selon une étude qui a été conduite par le ministère du Travail récemment, plus de 90% des intentions d'embauche par les employeurs dans le secteur privé
ce sont en fait des contrats temporaires. Contrat temporaire, c'est CDD, intermittence, contrat de courte durée. Ce n'est plus le CDI. On se rend compte que le CDI ne représente plus non plus le b.a.-ba du contrat de travail, puisque 36% des CDI sont rompus avant 1 an. Ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 36%, on pourrait se dire mais c'est la crise, c'est les employeurs qui virent les gens après les avoir exploités pendant leur période d'essai. Ce n'est pas vrai, puisque 80% de ces ruptures se font à l'initiative du salarié. Ce que ça peut signifier éventuellement, je ne dis pas que c'est la seule interprétation, un des facteurs, c'est que les personnes ne se contentent plus juste d'avoir un CDI avec une promesse de sécurité, une carrière confortable et voilà, des promesses de monter dans l'échelle hiérarchique tout à fait progressive, comme c'était peut-être le cas durant les 30 Glorieuses. Donc le salariat devient peut-être marginal. Le problème, c'est que tout notre système opératoire de notre société, en tout cas en France, est conçu pour encourager, encadrer et préparer au salariat. On peut le regarder. Enfin, je veux dire, si on n'est pas salarié, on est un peu perdu, quoi. On n'a pas de protection sociale. En tout cas, une protection sociale qui est moins bonne et avec un transfert de risque bien plus important sur les individus. Lorsqu'on est à l'école, c'est stage plus CDI. Depuis notre plus jeune âge, finalement, on nous dit il faut se préparer à devenir, à prendre un emploi et puis après à s'attendre à bien travailler et s'attendre à avoir une ascension sociale. Voilà. Non seulement ça ne correspond plus aux aspirations, mais en plus ça ne fonctionne plus puisque juste il n'y a plus assez de personnes actives en poste aujourd'hui pour assurer la redistribution, enfin en tout cas pour financer à la fois les chômeurs, à la fois les retraités et tous les autres postes de dépenses. Donc c'est un décalage entre ce qui est en train de se passer dans le monde du travail, dans le monde de l'emploi et le système social qui est absolument figé dans ce qu'on avait connu dans les 30 Glorieuses. Ce décalage n'est plus soutenable. Il n'est plus soutenable d'un point de vue culturel, il n'est plus soutenable d'un point de vue social et il n'est surtout plus soutenable d'un point de vue politique. Ça c'est une autre question. Le second risque, c'est la difficulté qu'on a face à la montée de ces nouvelles formes de travail, de les valoriser. Les valoriser économiquement, les valoriser même psychologiquement. Je parle bien sûr du travail digital, le digital labor. Je n'aime pas trop ce mot parce que ça voudrait dire que c'est un travail qui se passe uniquement en ligne. C'est le cas, parfois, comme par exemple pour les plateformes de jobbing. On a parlé tout à l'heure d'Amazon. Amazon, un service qui s'appelle Amazon Mechanical Turk, donc le Turc mécanique d'Amazon, qui est en fait une plateforme de jobbing où vous pouvez embaucher quelqu'un à $1 pour une tâche qui serait effectuée. C'est 50 centimes de $. Enfin, c'est vraiment des tâches extrêmement simples et qui pourraient presque être effectuées par des robots. Sauf que, en fait, c'est plus simple et moins cher de les faire par des humains qui n'ont pas de travail, qui sont derrière. Ça, c'est vraiment la partie digitale. Mais un conducteur d'une plateforme comme Uber, il est pas du tout dans le travail digital, il est dans le travail bien réel. Enfin, il est avec sa voiture qu'il aura louée ou achetée à crédit et il conduit des passagers bien réels. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus physique comme travail. Et une des critiques qui est adressée à ces plateformes, c'est que elles s'appuient, leur création de valeur, leur valorisation qui vaut des milliards, s'appuie sur la valeur qui est créée par ces travailleurs, tout ce qui est de plus réel. Elles ne redistribuent pas du tout cette valeur créée à ces travailleurs, ceux qui ont contribué à la création de ces empires financiers et économiques. D'autant plus que elle n'offre pas non plus un niveau de protection équivalente à celle que fournirait un système de salariat classique. Un des exemples qui me paraît particulièrement important, c'est celui du travail gratuit dans les secteurs culturels. Astra Taylor a écrit l'année dernière un livre qui s'appelle The People's Platform, où elle essaie d'explorer la dégradation des conditions de vie et même des conditions de création de toutes les professions culturelles au sens large. Elle explique notamment que la tyrannie du travail passion, enfin le fait de dire que puisque vous créez une œuvre, vous payez en réputation, vous payez en satisfaction que vous avez à créer, et cela suffit. Nous n'avons pas non plus en plus à vous donner un salaire ou une rémunération monétaire, quoi. Donc vivez avec votre satisfaction et votre réputation. Et c'est un grand problème puisque il est
pratiquement aujourd'hui impossible de se faire payer pour écrire un article pour un journal. En tout cas, il faut avoir beaucoup de bouteilles pour ça. On connaît tous la dégradation de la situation de la presse. On sait tous à quel point aujourd'hui il est difficile en fait d'exister en tant que créateur ou d'artiste sans recourir à des financements les plus acrobatiques, y compris auprès d'entreprises privées. En même temps qu'on assiste à un désengagement, en tout cas peut-être pas encore totalement en France, mais dans d'autres pays d'Europe, de la puissance publique du financement de la culture. Enfin, le troisième grand risque, c'est plutôt la conséquence en fait de tout ce que je viens de dire, c'est la montée des inégalités et l'apparition d'un nouveau type de prolétariat, qui est le prolétariat digital, qui est en fait finalement des personnes qui sont éduquées, qui sont passées qui ont fait des bonnes études, qui ont beaucoup de ressources, qui en fait ne trouvent pas preneur sur le marché du travail, en tout cas qui prennent preneur à un prix extrêmement bas. Pourquoi ? Parce que on subit bien sûr la concurrence des robots, je ne vais pas revenir là-dessus, mais surtout parce que la création de richesse qui est permise aujourd'hui grâce à la technologie est de moins en moins redistribuée parmi tous les travailleurs. Elle est de plus en plus concentrée aux mains des actionnaires, donc des actionnaires et des investisseurs, ceux qui financent cette création de richesse, et des top managers. Je pense que vous avez tous entendu parler de la croissance du livre de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, où il montre cette part de plus en plus faible de richesse qui est redistribuée aux salariés. Il montre la prépondérance de la concentration du capital, notamment du capital financier. Je vais prendre un exemple très simple, c'est la Silicon Valley, qui est aujourd'hui un des États, bien sûr, les plus créatifs dans le monde entier, État au sens État fédéral, et c'est aussi l'État le plus inégalitaire aux États-Unis. Il y a une bidonville qui s'appelle la jungle en plein cœur de la Silicon Valley. Parce que les loyers sont devenus pratiquement insupportables. Le loyer moyen à San Francisco est 2 fois plus élevé que le salaire médian. Donc c'est pour vous dire. Et de plus en plus de personnes, de travailleurs traditionnels sont contraints de quitter leur logement et de quitter cet état-là parce qu'ils ne peuvent plus se payer ni le logement, ils ne peuvent plus se payer des services, les supermarchés, les produits de base. Donc ces risques sont tout à fait réels et nous devons les prendre en compte et agir tous à notre niveau. Je pense qu'il faut pas les baisser les bras, bien au contraire, il faut les prendre à bras le corps et essayer de prendre toutes les dispositions qui sont en notre puissance en tant que citoyen, en tant qu'individu, en tant qu'employé, en tant que travailleur, entrepreneur, créateur, pour essayer de les renverser. Je vais essayer d'en présenter assez rapidement 3 qui me paraissent assez importantes et qui sont à notre portée. La première, c'est qu'il faut, à mon sens, réinventer l'organisation, s'adapter aux nouvelles aspirations, non seulement de la génération Y, mais de l'ensemble de la population. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pyramide, la hiérarchie, un peu arbitraire, issue du 20e, 19e siècle, ça ne fonctionne plus. Non seulement ça ne fonctionne plus socialement et culturellement, ça ne fonctionne plus économiquement. Puisque tout simplement les meilleurs employés et les jeunes générations ne vont plus travailler pour les grandes organisations. Pour réinventer l'organisation, on voit de plus en plus de systèmes de gouvernance horizontale et distribuée qui se mettent en place. Vous avez peut-être entendu parler d'holacratie, de duocratie, de stigmergie. Ce sont tous des mots extrêmement barbares pour dire plus ou moins la même chose. C'est que la prise de décision, la participation à la stratégie économique de l'organisation doit être décidée aussi par les salariés, aussi par les employés. La seconde solution, c'est réinventer l'éducation. Donc nous sommes dans les murs d'une très grande école qui a notamment une chaire entrepreneuriale qui est extrêmement innovante, des organisations étudiantes comme Noise qui sont tout à fait puissantes et ambitieuses, qui essayent justement de réinventer la façon d'apprendre quand on a 18, 19, 20, 21 ans. L'éducation est fondée aujourd'hui, à partir de la toute petite école, sur l'idée que la compétition, c'est ce qui fait l'innovation. Donc plus on se bat entre nous, plus on se mesure qui a 18, qui a 19, qui a 13, meilleur on devient. Je crois que aujourd'hui, nous sommes en train de passer dans un monde qui repose plus sur la capacité à travailler ensemble, à collaborer, à créer de la richesse. Donc il y a vraiment un décalage. Et ce décalage, il est comblé à l'initiative des étudiants. C'est ce qui s'est passé à l'ESCP, où il y a eu plein d'initiatives étudiantes pour pouvoir créer des entreprises et essayer
en tout cas de collaborer au lieu de juste chacun être assis dans un amphithéâtre et écouter ce que dit le prof. Les MOOC, toutes ces nouvelles techniques sont extrêmement importantes, mais je pense que c'est quand même au niveau des établissements à l'initiative des établissements que se fera cette révolution de l'éducation dont on a besoin, et consiste notamment peut-être à mettre en place une éducation tout au long de la vie, puisqu'on ne peut plus dire qu'on acquiert des compétences qui vont être valables pendant 30, 40 ans dans une économie qui change tous les jours, avec une accélération technologique qui est extrêmement forte. La troisième solution pour moi, c'est d'essayer de trouver des systèmes de rémunération qui correspondent à la création de valeur qui est issue de l'âge numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne travaillons plus d'une manière continue de 9 à 5 heures avec 5 semaines de vacances par an et dans le même endroit pendant toute notre vie. Nous alternons très souvent de plus en plus des périodes d'activité, de travail, des périodes de formation, des périodes de juste de temps libre qu'on peut consacrer soit à soi, soit à une activité communautaire ou associative. Il faut donc réinventer une rémunération qui est aujourd'hui encore assise quand même sur le travail de 9 à 5, enfin celui qui est en train justement de disparaître. Une des propositions que me semble très intéressante est justement issue du monde culturel et spécifique à la France, c'est l'intermittence du spectacle. L'intermittence du spectacle, c'est justement ça. On est tous intermittents. Le temps qu'on passe à se former est absolument essentiel pour la création de valeur pendant le temps de travail. Et il est de notre devoir, et du devoir de la société et des organisations de financer ce temps qui n'est pas passé à travailler. Bon, c'est une proposition extrêmement modélisée qui est notamment développée par Ars Industrialis. Il n'y a pas vraiment encore de solutions concrètes, en tout cas de modèles concrets qui sont prêts à être appliqués au sein des organisations. Je pense que nous devons travailler justement à essayer de chercher ces modèles, essayer de les tester à petite échelle, pour voir si on peut pas en créer qui fonctionnerait à une plus grande échelle. Pourquoi pas à celle d'une région, d'un département, d'une ville, voire d'un État. Je souhaiterais finir là-dessus, c'est que il est quand même absolument essentiel qu'au bout d'un moment, j'ai parlé du système social qui est inadapté aux évolutions en cours, il est important que ce système social soit remis à plat à un moment ou à un autre. Parce que sinon, si on ne le refait pas, il y aura de plus en plus de décalage entre ce qui se passe dans la société civile, au sein de la société économique, et ce qui se passe au niveau purement étatique, administratif et politique. Et ça, ça relève du domaine politique. Donc c'est un appel de repenser notre système social, pour qu'il soit plus adapté à ce qui se passe concrètement. Et non pas essayer de faire rentrer la réalité, les dynamiques concrètes dans des boîtes qui ont été préconçues il y a des années de cela. Voilà. Merci beaucoup.